Alors, d'abord, j'espère que vous allez bien. Et donc, le cours de mécanique solide, c'est-à-dire la mécanique solide parfait, c'est un cours qui est partagé, pour cette année, qui est partagé en 5 chapitres. Alors, nous avons déjà écrit ici les 5 chapitres. Alors, le premier chapitre, bien sûr, je vais directement aborder les chapitres parce qu'on a un petit peu perdu le temps. Et j'espère aussi que le cours ne soit pas trop rapide parce que je vais être un petit peu rapide sur certaines parties. Et aussi, en général, le cours de mécanique solide, c'est un cours presque mathématique. Donc, vous aurez affaire à des démonstrations. Et les démonstrations, ce sont les parties les plus importantes des démonstrations. Elles concernent le chapitre 1. Donc, vous allez trouver dans le chapitre 1 des petites démonstrations, etc., mais aussi dans le chapitre 2, le chapitre 3, etc. Bien, alors je vais commencer, donc comme j'avais dit, donc le cours de mécanique du solide parfait, j'ai rajouté ici parfait, est composé de 5 chapitres. D'abord les torseurs, la cinématique solide, la cinétique, le torseur cinétique, torseur dynamique et énergie cinétique, et enfin le PFD. Alors, je voudrais aborder le chapitre sur les torseurs d'une manière un petit peu rapide, comme j'avais dit, parce que cette partie, elle est très essentielle pour comprendre le cours de mécanique solide. Bien. Si on a le temps, je vais refaire un autre enregistrement. Alors, le premier enregistrement, j'espère que vous allez comprendre, et je vais faire tout le possible pour que ce premier chapitre soit bien compris. Alors, il faut mettre en tête que les torseurs, la notion de torseur, c'est une notion mathématique, c'est un outil mathématique qui va nous permettre d'étudier, si vous voulez, la mécanique solide, et en particulier le torseur cinématique, le torseur cinétique et le torseur dynamique. Eh bien, je vais commencer donc le torseur, le chapitre 1, sur les torseurs. Voilà donc le premier chapitre. Chapitre 1, je réécris le chapitre 1, les torseurs. Alors la définition, alors je vais définir ce qu'un champ de vecteurs. Définition, si vous voulez, ou bien un champ, on va définir ce qu'un champ vectoriel, ou bien champ de vecteurs. Un champ vectoriel ou un champ de vecteurs, je vais donner une définition un petit peu mathématique parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc un champ vectoriel que je vais noter U, donc un champ vectoriel, vous allez faire la différence entre la notation que je vais faire, un champ vectoriel que je vais noter U en un point P, U au P, ce n'est pas un vecteur, c'est un champ vectoriel. Un champ vectoriel est une application, un champ vectoriel U2 est une application d'un espace affine EA vers un espace vectoriel EV. C'est une application, donc c'est une application, je ne vais pas tout écrire, je vais donc me contenter seulement des notations mathématiques. Donc c'est une application de l'espace affine, ou bien d'une partie sigma qui est inclus dans l'espace affine, donc ce n'est pas tout l'espace affine, vers l'espace vectoriel. Alors cette application qui à chaque point, donc à chaque point que je note P, fait correspondre U de P, et U de P, c'est un vecteur. Donc vous voyez très bien que cette notion, elle est très simple. À chaque point, ici vous avez, ce sont des points qui appartiennent à l'espace affine. Donc ça, vous avez un point. Et cette application, elle va associer à chaque point P un vecteur. Ici vous avez un vecteur.
Donc, vous voyez très bien que la définition est très simple. Et en général, pour nous, lorsqu'on traite la mécanique des solides, l'espace affine et l'espace vectoriel, c'est toujours R3. Hein, c'est toujours R3, c'est-à-dire EA. On va prendre, par exemple, c'est EA est égal à R3 et EV est égal à R3. Et donc, on n'aura pas... Parfois, on aura EA, c'est R3 tout entier, sinon une restriction à un sous-ensemble de R3. Ça, dans le cas général. Sinon, c'est l'espace, c'est dimension 2 ou bien dimension 1. Donc, vous voyez très bien que c'est une application d'un espace affine, donc à chaque point P fait correspondre un vecteur. Alors, cette notion de champ vectoriel, on peut aussi, pour sortir un petit peu du champ vectoriel, on peut définir aussi, ce qu'on sait déjà, il y a aussi les champs scalaires. La seule différence entre le champ vectoriel et le champ scalaire, c'est que l'application U, on va définir une application U, qui est une scalaire, c'est une application, un champ scalaire, qui à chaque point de l'espace fait correspondre un scalaire et non pas un vecteur. Ici, vous avez une application, c'est un champ vectoriel qui à chaque point de l'espace fait correspondre un vecteur. Eh bien, les exemples, il y en a beaucoup en mécanique, il y en a beaucoup en physique, le champ vecteur, le champ électrique, le champ magnétique, etc. À chaque point de l'espace, on fait correspondre le champ électrique ou bien le champ magnétique. Mais moi, je vais donner par exemple des exemples en mécanique. Alors en mécanique, si j'ai un système, par exemple, un système matériel sigma, je ne vais pas écrire, je vais donc faire que des notations. J'ai un système sigma. Ce système, il est en mouvement par rapport à un repère de référence, R0. Hein. Donc, je me calme un petit peu parce que, normalement, on était un petit peu excité. Alors, voilà, j'ai un système sigma qui est en mouvement par rapport à un repère de référence. Alors, à chaque point P, regardez, je prends un point P quelconque qui appartient à sigma. À chaque point P qui appartient à sigma, je pourrais correspondre, à chaque point P, je vais définir une application de sigma, je vais définir une application, un champ vectoriel, sur le système sigma, de sigma vers R3, voilà l'application que je vais définir, qui à chaque point P, je vais faire correspondre, vous allez voir, à chaque point P, bien sûr, à chaque point P, je vais correspondre le vecteur vitesse du point P par rapport à R0. D'accord? Donc cette application, c'est un champ vectoriel. À chaque point P, je fais correspondre le vecteur vitesse du point P par rapport à R0. Si je prends un deuxième point qui appartient au système sigma, je vais lui donner la vitesse du point Q par rapport à R0. Et donc, j'ai défini ici, on voit qu'on a défini un champ de vitesse sur l'espace sigma, et non pas sur tout l'espace, sur l'espace sigma, qui à chaque point de sigma, je vais faire correspondre le vecteur vitesse, qui est un vecteur, le vecteur vitesse du point P par rapport à R0. Et dans ce cas, j'ai ici un champ de vitesse. J'ai donc le champ des vitesses. J'ai donc défini le champ des vitesses du système sigma par rapport au repère R0. Donc, vous voyez très bien que ce champ-là est un champ vectoriel, c'est un exemple de champ vecteur. Si on veut aussi, on peut aussi donner un deuxième champ vectoriel sur le système sigma aussi, c'est le champ des accélérations. Donc, on a défini le champ des vitesses, on peut définir aussi le champ des accélérations. Eh bien, le champ des accélérations, vous prenez à chaque point P, toujours, donc je vais définir le champ des accélérations. On voit très bien que je mettrai un gamma. C'est pas ici, vous voyez très bien ici. Ici, ce champ-là, c'est un champ vectoriel qui, à chaque point P, fait correspondre à la vitesse de P au point R. Ce n'est pas un seul vecteur. Lorsqu'on parle d'un seul vecteur, par exemple, le cas d'un point matériel, vous avez un vecteur. Là, sur le système sigma tout entier, vous avez un champ vectoriel. Hein. Vous avez un champ vecteur. La même chose pour gamma. De sigma vers R3. Vous voyez très bien que ici j'ai pris l'espace vectoriel, c'est l'espace R3 tout entier, donc c'est l'espace des vecteurs.
Et donc, à chaque point P, je vais faire correspondre l'accélération de P par rapport à R0. Et ce champ-là, c'est un champ vectoriel que je vais appeler champ des accélérations de sigma par rapport à R0. Le champ des accélérations de sigma par rapport à R0. Bien. Alors, on pourra aussi donner un troisième exemple. Ça, c'est l'exemple 2, hein, si vous voulez. Ça, c'est l'exemple 2. Et ça, c'était l'exemple 1. Alors, l'exemple 3, c'est un exemple qu'on aura. Donc, je prends cet exemple parce qu'on aura besoin de cet exemple par la suite. Alors, je vais prendre donc un vecteur, ce qu'on appelle... je prendrai, par exemple, un vecteur f, qu'on appelle, je prendrai un vecteur lié, soit f, bon, je prendrai soit f, soit f, un vecteur lié. Un vecteur lié, c'est un vecteur dont on a précisé l'origine. Le point d'application, c'est l'origine. Je mettrai l'origine comme... Pour les forces, c'est comme exemple, ce sont les forces concentrées. Les forces concentrées en un point. Vous avez par exemple un vecteur lié, c'est un vecteur dont on a précisé l'origine. Alors les vecteurs liés, c'est toujours donc, vous avez un vecteur et vous avez, par exemple, le point d'application. C'est exactement l'exemple des forces, lorsque vous avez une force sur un système sigma, et vous avez donc la force est appliquée en un point A. La force est appliquée en un point A. Alors, je vais définir le champ vectoriel suivant sur sigma, par exemple, sur sigma aussi, vers R3, qui à chaque point P, je vais faire correspondre le moment au point P de la force F. Vous voyez très bien que je vais définir le moment, ça c'est le moment au point P de la force F, de la force concentrée F, ou bien du vecteur lié. Un vecteur lié, comme notation, c'est FA. C'est le vecteur F d'origine A, ou bien de point d'application A. Ou bien AF, ce n'est pas un problème. Alors, par définition des moments, le moment au point P, c'est P, on commence par P, le moment au point P, c'est PA vectoriel F. PA vectoriel F. Et ça, c'est un champ vectoriel. Vous voyez très bien qu'à chaque point P qui appartient à sigma, je fais correspondre le champ. Je pourrais l'appeler aussi un champ de moment, le moment au point P de la force F. Voilà ces trois exemples de champs. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je m'arrête ici sur les exemples des champs. Alors, on va un petit peu voir les propriétés des champs. Alors, je vais définir ce qu'on appelle, c'est deuxièmement, un champ vectoriel, bien sûr. Parfois, j'oublie de dire vectoriel, donc c'est un champ vectoriel uniforme. Qu'est-ce qu'un champ vectoriel uniforme? Alors, par définition, un champ vectoriel uniforme, par définition, normalement, alors, normalement, je vais sauter un petit peu pour ne pas trop écrire, je vais un petit peu raccourcir le fait d'écrire. Alors, un champ vectoriel uniforme, U de P, hein, j'ai oublié de le noter, U de P, sans préciser, uniforme, bien sûr, uniforme sur, ou bien sur sigma, ou bien sur l'espace tout entier. Hein. Ah, je m'excuse, ici, ce n'est pas de sigma, c'est de R3, hein, de R3 vers R3, ici, parce que je pourrais définir le moment en chaque point, et non pas seulement le moment, seulement le champ, par exemple ici, que sur le point de sigma, et là, vous aurez aussi pour le champ des vitesses que sur le point de sigma. Ici, vous pouvez définir le moment en tout point de R3. Hein. C'est pour ça que j'ai donné les trois exemples. Bien. Alors,
un champ est uniforme, un champ U de P est uniforme. Je ne précise pas est-ce que ce champ-là, il est défini sur sigma ou bien sur R3. Ben, je veux dire que, par exemple, il est défini sur sigma. Et sigma, il peut être égal à R3. Alors, un champ uniforme sur, bien sûr, sur sigma, si seulement si, quel que soit PQ, deux points, qui appartient à sigma, vous aurez U de P est égal à U de Q. Vous voyez très bien que le champ est uniforme. Il a la même valeur vectorielle, hein, la même valeur en tout point de sigma. Donc, je dirais que ce champ est un champ uniforme sur sigma. Un troisième champ, si vous voulez, un champ antisymétrique. Alors, un champ, je vais vite sur les définitions, parce que pour les définitions, il n'y a pour l'instant rien à expliquer. J'expliquerai là où vous aurez besoin d'explications. Alors, un champ antisymétrique, c'est un champ antisymétrique, par définition aussi, hein, par définition. Un champ antisymétrique U de P, un champ vectoriel U de P antisymétrique sur sigma, si seulement si, donc je ne vais pas écrire, hein, ou bien, bon, U de P, un champ vectoriel U de P est antisymétrique, sur sigma, si seulement si. Alors là, il faut faire attention parce que les champs antisymétriques sont à la base des torseurs. Vous allez voir qu'un torseur, c'est un champ antisymétrique, tout simplement. C'est un champ vectoriel antisymétrique. Bien. Alors, un champ antisymétrique, c'est quoi? C'est que, quel que soit PQ, c'est exactement comme tout à l'heure. Alors, U de P est antisymétrique, si seulement si, c'est une définition. Si il existe, donc je recommence. Donc, un champ vectoriel U de P est antisymétrique, un champ vectoriel U de P est antisymétrique sur sigma, si il existe, voilà, je mettrai si il existe un vecteur, ce qui est très important, un vecteur unique que je noterai R, c'est ça la définition très importante, il faut faire attention à ce vecteur R. S'il existe un vecteur R tel que, vous voyez très bien que c'est mathématique, il n'y a rien, hein, tel que, quel que soit PQ, appartenant à sigma, bien sûr, le champ il est antisymétrique sur sigma. Si seulement aussi, quel soit PQ appartient à sigma, on a U de P est égal à U de Q plus R vectoriel QP. Alors, vous trouvez parfois que certains auteurs utilisent le fait que U de P est égal à U de Q plus PQ vectoriel R. Mais je préfère écrire cette notation. Cette notation, c'est beaucoup mieux que l'autre pour moi. Hein. Beaucoup d'auteurs aussi utilisent cette notation. Vous aurez donc U de P est égal à U de Q plus R vectoriel QP. Plus R vectoriel QP, donc on est dans ce sens. Alors, un troisième, donc ça c'est le troisième. Alors, le quatrième, vous voyez très bien que donc un champ est antisymétrique s'il existe un vecteur qui soit unique, que je note R, tel que j'ai une relation entre deux points de sigma. Quels que soient deux points de sigma, vous aurez U du premier est égal à U seconde plus R vectoriel, le vecteur des deux points. Alors, quatrièmement, si vous voulez, le champ équiprojectif. Qu'est-ce qu'un champ équiprojectif? Voilà, j'ai donné les quatre définitions parce qu'on aura besoin des quatre définitions. D'abord, un champ uniforme, un champ antisymétrique, un champ équiprojectif et bien sûr la définition du champ. Vectoriel, un champ vecteur. Un champ par définition aussi, un champ vectoriel. Hein, je ne vais pas écrire par la suite. Hein, un champ vectoriel U de P est équiprojectif sur, je mettrai toujours sur sigma. Hein, je vais omettre par la suite de dire sur sigma parce que le fait de redire sur sigma, il faut le préciser sur l'exemple
sur l'exemple ou bien sur la partie sur laquelle vous êtes en train d'étudier le problème. Donc, par définition, un champ vectoriel U de B est équiprojectif si, quel que soit PQ, appartenant toujours à sigma, vous aurez UP scalaire PQ, si je prends deux points de l'espace, quelconque, je prends 2 points de l'espace, voilà, je vais faire la figure. Si je prends deux points de l'espace, j'aurai U de P et U de Q. Hein. Voilà, U de P et U de Q. Je vais faire ça hein, pour l'instant. Voilà mon point P de l'espace sur lequel j'ai un champ vectoriel U de P. Bien sûr, j'aurai une valeur au point P, là voilà par exemple U de P, et j'aurai une valeur U de Q, par exemple, la valeur du champ au point Q, je ne sais pas, hein, je vais faire ça. Je vais le mettre pour l'instant au hasard, et par la suite, je vais vous montrer cette relation d'équiprojectivité, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais le mettre au hasard, hein, je vais le mettre au hasard pour l'instant, voilà par exemple au hasard. D'accord? Alors, la définition d'équiprojectivité, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle nous dit que le champ il est équiprojectif, c'est U de P scalaire PQ, ça c'est le produit scalaire de deux vecteurs, donc ça c'est un scalaire, est égal à U de Q scalaire PQ, et ceci devrait être vrai, quel que soit deux points qui appartiennent à sigma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire U de P scalaire PQ est égal à U de Q scalaire PQ? Normalement, ce produit scalaire, je pourrais diviser par la norme de PQ et j'aurai le vecteur directeur de la droite. Regardez la droite. Si je prends par exemple la droite PQ, je vais prendre par exemple la droite PQ. Là, voilà ma droite PQ. J'espère que je vais réussir à avoir la droite PQ. Voilà la droite PQ. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite PQ, EPQ par exemple. Je mettrai EPQ est égal à PQ sur le module de PQ. Bien sûr, cette relation, je pourrais l'écrire aussi UP, U de P scalaire EPQ est égal à U de Q scalaire EPQ. Hein. C'est un produit scalaire. Hein. Si vous divisez par la norme de PQ, vous aurez la même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la projection de U de P sur la droite PQ doit être égale à la même que la projection de U de Q. Il devrait avoir les mêmes projections, c'est-à-dire U de P, si je la projette sur la droite PQ, je vais avoir la même valeur lorsque je projette U de Q sur la droite PQ. Alors regardons, est-ce que je trouve la même chose? Est-ce que je trouve la même projection? La projection, c'est perpendiculaire, bien sûr. Voilà, vous avez la perpendiculaire, vous aurez la perpendiculaire. Alors, si en tout point, vous aurez ça est égal à ça, ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez très bien que ça et ça, scalairement, n'est pas égal. Donc, pour que le champ soit équiprojectif, il faut que la projection soit égale. Il faut avoir la même projection. Alors, je vais mettre comme ceci. Il faut avoir la même projection sans avoir la même égalité des vecteurs. Hein. Voilà, je vais mettre ça pour U de Q. Voilà mon U de Q. Vous voyez très bien que j'aurai cette projection et cette projection qui sont ça et ça, projection. La première projection, la deuxième projection, ces deux projections doivent être égales. C'est pour ça que vous aurez équiprojectif. Donc, vous avez une équiprojectivité. Bien. Alors, on va passer à un théorème très important. Bon, ce n'est pas la peine de dire la personne à laquelle on attribue ce théorème. Je ne sais pas si c'est, bon, ben je le dis quand même, c'est Delassus. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante, ce qui est très important. Et ça, c'est la clé, ça, ce qu'il va dire, ce théorème, c'est la clé qui va être par la suite, c'est la clé du problème, si vous voulez, des torseurs. Et ça va nous permettre de résoudre beaucoup de choses. Alors, regardez, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que tout champ vectoriel, équiprojectif, ou bien on va commencer par antisymétrique, et il est, et équiprojectif. Équiprojectif.
Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que tout champ vectoriel antisymétrique, il est automatiquement équiprojectif. Il nous dit aussi la chose suivante, il nous dit aussi que tout champ équiprojectif, c'est l'inverse, il nous dit aussi que tout champ équiprojectif est antisymétrique. Tout champ vectoriel équiprojectif est antisymétrique. Alors, si j'écris ceci sous forme mathématique, je vais voir ça. Pour simplifier l'écriture, c'est pour ça que j'utilise des symboles au lieu d'écriture. Les symboles, ça résume beaucoup de choses. C'est mieux que trop écrire, mais parfois on a besoin quand même d'expliquer certaines écritures. Alors, ça veut dire que U de P antisymétrique, si seulement si U de P équiprojectif. Voilà ce que ça veut dire. C'est très simple. C'est très simple, mais ça reste à démontrer. En effet, il faut faire la démonstration. Eh bien, la démonstration, je ne vais pas la faire sur les deux côtés, bien dans les deux sens. Je vais la faire dans un seul sens. L'autre sens, vous l'avez donc sur le polycopier, bien sur le polycope, et vous pouvez donc faire parce que vous pouvez donc voir la démonstration, parce que cette démonstration repose sur la division vectorielle, et donc il faut revenir sur les rappels mathématiques. On n'a pas le temps pour faire ça, on a juste le temps d'avoir ce théorème qui va nous permettre de simplifier la définition sur les torseurs. Alors, en effet, si je prends un champ antisymétrique, U, je vais faire la démonstration dans ce sens. Alors, la démonstration dans ce sens est très simple, très très simple. Donc, si j'ai CU de P est antisymétrique, s'il est antisymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe, ceci entraîne qu'il existe un vecteur R unique, voilà mon vecteur R unique, tel que, quel que soit PQ, appartenant à sigma, bien sûr antisymétrique sur sigma et équiprojectif sur sigma. J'aurai U de P est égal à U de Q plus R vectoriel QP. Allez, vectoriel QP. C'est ça un champ antisymétrique. Si le champ est antisymétrique, forcément, je vais avoir qu'il existe un vecteur R tel que quel que soit PQ où j'aurai cette relation. Alors, si j'ai cette relation, et je multiplie cette relation scalairement par PQ. Des deux côtés, je vais avoir, si je prends cette équation, je vais multiplier par PQ, par le vecteur PQ. Je vais avoir PQ scalaire U de P, il va être égal à PQ scalaire U de Q plus R vectoriel QP. Voilà, donc vous aurez donc cette relation. Bien sûr, de ce côté-là, c'est fini, je ne vais pas la toucher. J'ai déjà PQ, U de P. Le produit scalaire, vous mettez U de P, PQ ou bien PQ, U de P, c'est la même chose, donc vous n'aurez rien à craindre. Alors ici, vous aurez PQ, U de Q est égal à PQ, U de Q plus, plus PQ scalaire R vectoriel QP. R vectoriel QP ou bien moins R vectoriel PQ, ça n'a pas d'importance. De toute façon, vous aurez PQ scalaire R vectoriel QP. Et là, vous voyez très bien que ce produit, ce qu'on appelle le produit mixte, où vous avez le produit scalaire et le produit vectoriel, et là, vous avez le même vecteur avec un signe moins, si vous voulez avoir le même vecteur ici. De toute façon, ce vecteur et ce vecteur sont collinières. Cette chose-là est égale à 0. Ceci est égal à 0, parce que vous avez donc, ceci est égal à 0, c'est un produit mixte où vous avez le même vecteur des deux côtés, et donc il vous reste PQ U de P est égal à PQ U de Q. Alors, si on associe quel que soit PQ appartient à sigma, c'est-à-dire que le champ, il est équiprojectif, ce que vous avez ici. Donc, si le champ est antisymétrique, il est équiprojectif. Donc, ceci entraîne que U de P est équiprojectif sur sigma. Il est équiprojectif sur sigma.
Alors, l'inverse, je ne vais pas le faire, donc je vais me contenter que de cette démonstration. L'autre, donc, comme j'avais dit, donc, il faut un petit peu de temps pour la faire. Alors, voilà. Alors, on va donc commencer, en arrivant ici, on va donc commencer par définir qu'est-ce qu'un torseur. Vous allez voir que c'est très très simple. Il n'y a rien de difficile. Hein. Il n'y a rien de difficile. On ne doit pas donc réfléchir à des choses terribles. Donc vous avez un torseur. Je crois qu'on est arrivé sur les torseurs. Oui. Oui. Ou bien avant de... Bon, je vais voir, est-ce qu'on pourra donc... Ah oui, bon. Je vais quand même vous donner un exemple. Je vais vous donner des exemples. Hein. Premier exemple. Hein. Un exemple, si vous voulez, un exemple. Je ne voulais pas donner beaucoup d'exemples pour ne pas trop alourdir le cours. Hein. Donc, je vais donner le premier exemple. Supposons que j'ai un champ, ou bien le champ uniforme, U de P, soit U de P, hein, soit U de P, un champ uniforme. Ou bien si U de P, soit U de P, un champ uniforme. Bien sûr, je vais dire toujours sur l'espace sigma. Un champ uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de P, ça veut dire que quel que soit PQ appartenant à sigma, on a U de P est égal à U de Q. D'accord? Et si vous avez U de P est égal à U de Q, ceci, si seulement si, PQ scalaire U de P, vous allez avoir est égal à PQ scalaire U de Q, quel que soit toujours PQ. Et ceci veut dire que, si seulement si, U de P est équiprojectif. Projectif. Eh bien, s'il est équiprojectif, il est antisymétrique. Si seulement si, U de P est antisymétrique. S'il est antisymétrique, ah ben, il existe un vecteur R unique tel que U de P doit être égal à U de Q plus R. Donc, normalement, puisqu'il est antisymétrique, il doit exister un vecteur R tel que U de P est égal à U de Q plus R vectoriel PQ. Vectoriel QP, quel que soit PQ. Quel que soit PQ appartenant au sigma. D'accord? Or, je sais que U de P est égal à U de Q, ça veut dire que ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0 puisque le champ est uniforme, ça veut dire que puisque le champ est uniforme, vous avez U de P est égal à U de Q. Si U de P est égal à U de Q, qu'elle soit PQ, vous aurez R vectoriel PQ est égal à 0. Ceci, c'est seulement si. R vectoriel PQ, vectoriel toujours PQ, vectoriel QP est égal à 0. Et ceci, quel que soit PQ. Quel que soit PQ, c'est seulement si R est égal à 0. Vous voyez très bien que pour un champ uniforme, le vecteur R, je dirais la résultante par la suite, le vecteur R, le vecteur unique qui lui est associé, ce champ-là est un champ équiprojectif, donc antisymétrique, et le vecteur R qui lui est associé au champ vectoriel ici, qui est antisymétrique, ce vecteur R est égal à 0. Vous voyez très bien, c'est un cas particulier. Hein. Le champ uniforme, c'est un cas particulier des champs vectoriels.